Bonjour à tous. Donc, vous en êtes normalement à la partie 3 du chapitre 24. Donc, c'est la vidéo pour jeudi 23 avril, le cours de 10 à 12. Alors, on a vu la définition d'une application linéaire, on a vu en détail certains endomorphismes, en particulier des projections et des symétries. Pour bien vérifier que vous avez bien compris la notion et en profiter pour faire un petit retour, on va prendre tout de suite la feuille d'exercice et on va faire les exercices 16 et 17. Donc on commence par l'exercice 16. E est un K-espace vectoriel. F est une application linéaire telle que f carré moins 3f plus 2 fois l'identité égale 0. Alors le f carré ici, je vous rappelle la notation puissance dans un anneau, ça veut dire que c'est la deuxième loi qu'on a appliquée deux fois. Dans l'anneau L de E, quelle est la deuxième loi? Eh bien, c'est la composition. Donc en fait, f carré ici, ça veut dire f rond f. Faites très attention, c'est pas la valeur de f de x qu'on multiplie par f de x, c'est vraiment une composée. Donc on a f qui vérifie cette condition. Première question, montrer que f moins identité et deux identités moins f sont des projecteurs. Alors on a vu dans le cours, je le remets en même temps, c'est la proposition 18, une équivalence pour démontrer qu'un endomorphisme était un projecteur. On a dit si P est linéaire et P rond P égale P, alors on a bien que P est une projection, et en plus c'est la projection sur son image parallèlement à son noyau. Donc dans l'exercice 16, pour montrer que f moins l'identité est bien une projection, ou un projecteur, on va expliquer pourquoi est-ce que f moins l'identité est bien une application linéaire, et pourquoi est-ce que f moins l'identité rond f moins l'identité est bien égal à f moins l'identité. Donc, on passe ici à la correction, je vous enverrai ce document, mais on le fait ensemble. F moins l'identité, f est linéaire, identité est une application linéaire, c'est même un endomorphisme, pareil pour f, donc f moins l'identité est bien un endomorphisme de E. Ensuite, on calcule f moins l'identité rond f moins l'identité. Puisque c'est un anneau, ce que vous savez, c'est que la loi composition est distributive sur l'addition, donc ici, ça se passe exactement comme vous auriez envie de le faire pour une identité remarquable, ça fait f composé avec f, donc f rond f, moins f composé avec l'identité, c'est-à-dire f, moins identité composée avec f, c'est-à-dire de nouveau f, et moins l'identité composée avec moins l'identité, c'est-à-dire plus l'identité. Autrement dit, f carré moins 2f plus l'identité. Sauf que f carré, si on revient aux hypothèses, f carré, c'est égal à 3f moins 2 fois l'identité. Ça, c'est dans notre hypothèse de départ. Donc, f carré, on le remplace par 3f moins 2 fois l'identité, et ensuite, moins 2f plus l'identité. On simplifie ce qui se simplifie, et on retrouve bien f moins l'identité. Donc, f moins l'identité est un endomorphisme, et quand je le compose avec lui-même, ça fait encore lui-même. Donc, f moins l'identité est bien un projecteur. Plus précisément, c'est la projection sur le noyau, sur l'image de f moins l'identité, qui est un ensemble qu'on ne sait pas déterminer, mais on le sait, parallèlement au noyau de f moins l'identité. On fait pareil pour la deuxième fonction, deux identités moins f, toujours parce que L de E est un espace vectoriel, eh bien c'est encore un élément de L de E, donc deux identités moins f est un endomorphisme, et pour montrer que c'est un projecteur, on calcule deux identités moins f composées avec deux identités moins f. Ça fait donc deux identités composées avec deux identités, c'est-à-dire 4 fois l'identité, deux identités composées avec moins f, donc moins 2f, moins f composé avec deux identités, de nouveau moins 2f, et moins f composé avec moins f, ce qui fait plus f rond f. F rond f, comme tout à l'heure, on le remplace par 3f moins 2 fois l'identité. On simplifie ce qui se simplifie, et on retrouve deux identités moins f.
Donc de nouveau, 2 identités moins f est bien un projecteur de E. Plus précisément, c'est la projection sur l'image de 2 identités moins f parallèlement au noyau de 2 identités moins f. Alors, quand f est une application qui est définie vraiment avec une vraie valeur, vous êtes capable de déterminer le noyau et l'image de ces 2 applications. Ici, comme f est inconnu, eh bien en fait vous pouvez pas écrire quelque chose de plus pratique que projection sur l'image parallèlement au noyau. Vous n'avez pas d'autres informations. Donc ça c'était pour la première question. On revient ensuite à l'énoncé, montrer que E est égal à la somme directe de ces 2 noyaux. Tiens, ces 2 noyaux, là les fonctions, c'est exactement celle d'au-dessus. Alors, première méthode que vous êtes capable de faire avant même qu'on ait vu la définition d'un projecteur, c'est de démontrer cette égalité par analyse et synthèse, comme vous savez le faire. Vous prenez un point qui est dans l'intersection des deux, vous montrez que c'est 0, et ensuite, vous montrez que tout élément de E se décompose bien comme un élément de ce noyau plus un élément de ce noyau. Soit vous voyez directement la formule, mais là, bon, vous verrez si vous trouvez que c'est évident ou pas, soit vous faites par analyse et synthèse. Vous supposez l'existence d'un élément de ce noyau et d'un élément de ce noyau tel que x soit égal à la somme des deux, et puis vous trouvez des candidats possibles pour ces 2 éléments. Et dans la synthèse, vous vérifiez bien, ça c'est très important, que le premier est bien dans ce noyau et que le deuxième est bien dans ce noyau. Ici, puisqu'on a déjà démontré avant qu'il y avait une fonction qui était un projecteur, on va s'en servir. Qu'est-ce qu'on sait sur les projecteurs? Eh bien justement, on sait que pour un projecteur, quel qu'il soit, un projecteur P, son noyau et son image sont supplémentaires dans E. Ça, on l'a démontré justement dans le cours. Donc ici, puisque f moins l'identité est un projecteur, vous savez directement que le noyau de f moins l'identité et l'image de f moins l'identité sont supplémentaires dans E. Ça vous fait déjà un énorme point de départ pour démontrer l'égalité. Vous avez déjà des espaces qui sont supplémentaires. Ce qui serait super, c'est que cet ensemble-là, image de f moins l'identité, il soit égal à ce noyau. Ça, ce serait vraiment top. Comme ça, on aurait directement le résultat. Eh bien, c'est le cas. Donc ça, on va démontrer maintenant que le noyau de 2 identités moins f est égal à l'image de f moins l'identité. 2 méthodes pour ça. Soit vous appliquez directement l'exercice 15, on a démontré que l'image d'un projecteur c'était égal au noyau de identité moins ce projecteur, donc on trouve exactement ce qu'on veut, soit par double inclusion, et je vous encourage à le faire pour, ça fait un exercice en fait de double inclusion, on montre que l'image de f moins l'identité est égale au noyau de 2 identités moins f. Vous faites attention pour démontrer cette égalité, vous avez besoin de cette hypothèse-là sur f1. C'est pas vrai pour n'importe quel endomorphisme f. Mais à partir de cette égalité, vous êtes capable de montrer justement l'égalité des 2 ensembles. Et donc, les 2 ensembles ici sont supplémentaires, or celui-là est égal au noyau, donc les 2 noyaux sont bien supplémentaires dans E. Donc l'exercice 16, là c'était pour revoir les projecteurs. Maintenant on passe à l'exercice 17 pour voir un peu les symétries. Donc on considère 2 sous-espaces vectoriels, H, L. Première question, on va démontrer qu'ils sont bien supplémentaires. Et ensuite, on déterminera la fonction symétrie par rapport à H parallèlement à L. Donc là, pour le coup, dans cet exercice 17, on vous demande vraiment combien vaut SH d'un triplet XYZ. Vous devez être capable de donner la valeur de cette symétrie. Alors, quelle est la définition de la symétrie par rapport à H parallèlement à L? On y réfléchit. Une fois qu'on aura démontré ça, ça veut dire que tout élément de R3, tout vecteur de R3 se décompose de façon unique comme un vecteur de H plus un vecteur de L, et par définition, la symétrie par rapport à H parallèlement à L, c'est la fonction qui à X associe XH moins XL. Ça, c'est la définition de la symétrie. Donc, ce qui veut dire que pour définir correctement la symétrie, il faut qu'on soit capable de dire quelle est exactement la décomposition,
l'unique décomposition de n'importe quel vecteur de R3. Donc c'est ce qu'on va devoir faire. Alors je prends le corrigé de nouveau, donc H, c'est l'ensemble des triplets de R3 tels que x plus y plus z soit égal à 0. Ça, pour montrer que c'est bien un sous-espace vectoriel, on peut l'écrire sous forme de vectre. C'est un espace de dimension 2, donc en fait on va chercher deux vecteurs qui sont dans cet ensemble, donc 1, moins 1, 0 et 1, 0, moins 1 sont bien deux vecteurs de R3 qui sont là-dedans, qui forment une famille libre, pardon, et donc c'est bien une base de H. Donc H, on l'écrit comme ça. Ensuite, L, je reviens à l'énoncé, c'est directement vectre de 1, 2, 3. Donc lui, il est déjà sous forme de vectre. Bon bah, on remarque déjà que H inter L, c'est égal à 0, puisque par exemple, ici, vous prenez un élément qui est dans ce vectre et qui est dans l'autre vectre, vous écrivez ce que ça veut dire d'être dans les deux vectres, eh bien, il n'y a aucun vecteur non nul qui vérifie les deux conditions à la fois. Donc, H et L sont bien deux sous-espaces vectoriels qui sont en somme directe. De plus, ils sont tous les deux de dimension finie. La dimension de H plus la dimension de L est égale à 3, qui est la dimension de R3. Donc, par la caractérisation des sous-espaces supplémentaires en dimension finie, vous avez bien que H et L sont supplémentaires dans R3. Donc, il existe bien deux projections et deux symétries qu'on pourrait définir à partir de cette somme directe. Alors, pour définir soit la symétrie, soit la projection, il vous faut connaître l'unique décomposition. Donc tout d'abord, tout vecteur de R3, x, y, z, on sait maintenant, on l'a démontré, qu'il s'écrit comme un vecteur de H plus un vecteur de L. Les vecteurs dans L, ils n'ont pas le choix, puisque L c'est l'espace vectoriel engendré par 1, 2, 3. Le vecteur dans L, il est forcément de cette forme-là. Il s'écrit lambda fois le vecteur 1, 2, 3. Donc, le vecteur qui est dans H, ce sera forcément x, y, z moins lambda 1, 2, 3. Donc il nous reste maintenant à déterminer la valeur de ce lambda. Alors justement, comme ce vecteur doit être dans H, ça veut dire que x moins lambda, qui est la première coordonnée, plus y moins 2 lambda, qui est la deuxième coordonnée, plus z moins 3 lambda, qui est la troisième coordonnée, est égal à 0. C'est-à-dire que x plus y plus z moins 6 lambda doit être égal à 0, donc lambda est égal à 1/6 de x plus y plus z. Donc l'unique décomposition de x, y, z, c'est x, y, z égale x moins lambda x plus y plus z, y moins 2 lambda x plus y plus z, z moins 3 lambda, c'est-à-dire 3/6 de x plus y plus z, donc ça c'est le vecteur de h, et puis lambda, 2 lambda et 3 lambda pour avoir le vecteur dans L. Voilà l'unique décomposition du triplet x, y, z. Donc la symétrie, par rapport à h parallèlement à L, c'est la fonction qui a x, y, z associe l'unique vecteur de h moins l'unique vecteur de L, c'est-à-dire ce vecteur-là. Je fais directement le calcul. Ce que vous pouvez faire aussi, en profiter, c'est fabriquer la projection, ou la symétrie par rapport à L, parallèlement à h, pour vous entraîner. Bien, alors maintenant qu'on a revu les projections et les symétries, on revient au cours. Au poly, on va continuer. Donc on va passer à la partie grande 3. Ça concerne un peu comment est-ce qu'on fait pour fabriquer une application linéaire et certaines propriétés des applications linéaires. Donc premier résultat, qu'est-ce qu'il suffit de connaître pour fabriquer une application linéaire? En gros, c'est un peu ça la question. Et qu'est-ce que va ajouter le caractère linéaire? Par exemple, vous imaginez une fonction quelconque. Si je veux la définir sur R tout entier, faut que je connaisse sa valeur pour n'importe quelle valeur de X appartenant à R. Pour une application linéaire, grâce à cette pseudo-stabilité là par application linéaire, c'est-à-dire à savoir que f de x plus y égale f de x plus f de y, si vous connaissez juste f de x et f de y, vous avez tout de suite f de x plus y. Puis vous avez tout de suite f de x plus 3y. Puis vous avez tout de suite f de x plus lambda y. Donc en connaissant simplement f en 2 points, déjà vous la connaissez en une infinité de points, par le caractère linéaire. Donc on va voir dans ce théorème 22 qu'est-ce qu'il suffit de connaître sur f pour la définir correctement.
Et c'est à partir de ce théorème 22 qu'on pourra faire un peu le lien avec les matrices. Donc, le théorème 22. Soit E et F 2 cas espaces vectoriels, avec E un espace vectoriel de dimension finie. C'est important, sinon on ne sait pas faire. Soit B une base de E, on sait qu'il en existe, soit F1, Fp des vecteurs de grand F, c'est-à-dire de l'espace d'arrivée. Bon, eh bien il existe une unique application linéaire F de E dans F, telle que, quel que soit I appartenant à un P, F de I soit égal à Fi. Autrement dit, en imposant seulement la valeur que vous voulez que votre fonction prenne sur une base, sur n'importe quelle base en plus, eh bien vous connaissez la fonction partout. Ce que je résume par si on connaît F de B, c'est-à-dire si on connaît l'image par F de tous les vecteurs de la base, alors on connaît l'application F partout. On va démontrer ce théorème 22. Donc on a B qui est une base de E et F1, Fp qui sont des vecteurs de grand F. On veut démontrer l'existence et l'unicité, on va faire l'existence et ensuite l'unicité. Alors, comme E1, Ep est une base, ce qu'on sait déjà, c'est que tout vecteur de x se décompose de façon unique, comme la somme pour k allant de 1 à p des xk, ek. Ça va nous servir pour l'existence, puisque on va poser la fonction f, qui à x appartient à E, associe la somme pour k allant de 1 à p de xk, fk cette fois. Donc on a remplacé ek par fk. Cette fonction f, c'est bien une application linéaire. Vous pouvez le vérifier, mais on l'a déjà vu pour les sommes. Et maintenant, on veut montrer qu'elle vérifie bien les conditions, donc on va calculer f de ei, pour i compris entre 1 et p. F de ei, ça veut dire la somme pour k allant de 1 à p des coordonnées du vecteur ei fois fk, les coordonnées du vecteur ek si vous voulez. Alors justement, quelles sont les coordonnées du vecteur ei dans la base E1, Ep? Eh bien, le vecteur ei, ses coordonnées dans la base E1, Ep, c'est que des zéros et un 1 à la ième position. Donc c'est pour ça que j'ai mis le symbole de Kronecker, la delta ik. Le vecteur ei, il a pour coordonnées 0 quand on est à la kème coordonnée, si k est différent de i, et 1 quand on est à la ième coordonnée. Autrement dit, dans cette somme, en fait, il ne reste que le terme où k est égal à i, c'est-à-dire fi. Donc notre fonction f, elle vérifie bien la condition f de i égale fi. On va quand même montrer qu'elle est linéaire. Donc on se fixe deux vecteurs xy appartenant à e carré, lambda appartenant à k. On doit calculer f de x plus lambda y. Donc f de x plus lambda y, c'est la somme pour k allant de 1 à p de la kème coordonnée du vecteur x plus lambda y, donc xk plus lambda yk fois fk. Cette somme-là, on peut la couper en deux, et donc on retrouve bien f de x plus lambda f de y. Donc on a bien fabriqué une application linéaire qui vérifie f de i égale fi. Donc ça, c'est pour l'existence. Maintenant pour l'unicité. On sait maintenant qu'il en existe, donc on a le droit d'écrire soit G, appartenant aux applications linéaires de E dans F, telles que quel que soit I appartenant à un P, G de I égale FI. Ce qu'on va montrer, c'est que G, en fait, est égal à F. Donc on prend un point X quelconque, un vecteur X de E, et on calcule G de X. X, je vous le rappelle, I se décompose sous la forme somme pour K allant de 1 à P des XK EK. Donc G de x, c'est pareil que G de cette somme. Sauf que G est une application linéaire, donc G d'une somme, c'est la somme pour k allant de 1 à p des xk G de ek. Ça, c'est grâce à la linéarité de la fonction G. Mais G de ek, ça vaut fk. C'est par hypothèse. Donc finalement, G de x, c'est la somme pour k allant de 1 à p des xk fk, donc c'est rien d'autre que la fonction f qu'on avait définie avant. Donc, il n'y a bien qu'une seule fonction qui vérifie cette condition. Autrement dit, et c'est vraiment un résultat important, si vous dites combien vaut la fonction f sur une base, eh bien vous savez combien vaut la fonction f partout. Alors, on va passer tout de suite à un exercice pour appliquer ça. Vous prenez l'exercice 8.
première question de l'exercice 8, montrer qu'il existe un unique endomorphisme de R3 tel que f de 0, 1, 0 val 1, 0, 0, f de 0, 0, 1 val 1, 1, 0 et f de 1, 0, 0 val 1, 1, 1. Première chose qu'on peut dire, c'est que les trois vecteurs 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 forment une base de R3. Les trois vecteurs 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 sont trois vecteurs eux aussi de R3. Donc par le théorème qu'on vient de voir, qui porte le numéro 22, on a bien l'unicité, et on a bien l'existence et l'unicité d'une application linéaire de R3 dans R3, donc d'un endomorphisme, qui vérifie cette condition. Ça, c'est le théorème qui vous le dit. Maintenant, on a besoin dans la deuxième question de déterminer son image et son noyau, donc on a besoin de connaître un peu plus en détail cette fonction f. Donc on va voir à quoi est-ce qu'elle ressemble. Alors, je reviens à l'exercice 8. L'existence, on l'a déjà fait dans l'existence et l'unicité, pardon, on l'a fait directement dans le théorème. Ici, ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va déterminer la valeur de cette fonction. Donc vous regardez juste cette ligne-là. Quel que soit xy appartenant à R3, f de x, y, z, puisque l'application f est linéaire, c'est x fois f de 1, 0, 0, plus y fois f de 0, 1, 0, plus z fois f de 0, 0, 1. Donc, comme f de 1, 0, 0, f de 0, 1, 0, f de 0, 0, 1, vous les connaissez, on remplace et on obtient que f de x plus y plus z est égal à x plus y plus z, x plus z, x. Voilà l'unique fonction. Donc la méthode, c'est la même que dans la démonstration. On décompose le vecteur x, y, z dans la base, qui nous est donnée, et puis ensuite on utilise la linéarité. Donc pour la deuxième question, on va pouvoir déterminer le noyau et l'image de cette application linéaire, de cet endomorphisme. Donc le noyau, c'est, je vous rappelle, x, y, z appartient au noyau si et seulement si f de x, y, z égale 0, 0, 0, c'est-à-dire x plus y plus z égale 0, x plus z égale 0, x égale 0. Donc de la dernière équation, on obtient x égale 0. De la deuxième équation, on obtient z égale 0, et de la troisième équation, on obtient donc y égale 0. Donc le noyau de f est réduit au singleton 0, 0, 0. Donc, en particulier, f est une application injective. Pour l'image maintenant, on utilise le fait qu'on a déjà démontré que image de f, c'est égal à l'espace vectoriel engendré par l'image de trois vecteurs de la base canonique de R3. Donc, c'est-à-dire que l'image de f, c'est l'espace vectoriel engendré par f de 1, 0, 0, f de 0, 1, 0, f de 0, 0, 1, c'est-à-dire vecte de ces trois vecteurs. De plus, ces trois vecteurs sont trois vecteurs de R3 qui forment une famille libre. Donc, vecte de ces trois vecteurs, c'est exactement l'espace vectoriel R3. Donc l'image de f est égale à R3, et donc en plus d'être injective, notre application f est surjective. Finalement, f est un automorphisme de R3. Donc vous devez être capable, de la même façon qu'on l'a fait dans la démonstration et de la même façon qu'on l'a fait dans l'exemple, de, oui, convaincre de l'existence et de l'unicité de cet endomorphisme, de cette application linéaire, mais surtout de savoir le déterminer, grâce à cette décomposition-là qui vous permet d'utiliser la linéarité de la fonction f. Alors ce résultat, il va nous servir à deux choses. Premièrement, et c'est un résultat quand même intéressant, il va nous permettre de démontrer que l'ensemble des applications linéaires de E dans f est de dimension finie. On a déjà démontré que c'était un sous-espace vectoriel, et surtout de déterminer sa dimension. Alors je vous rappelle deux méthodes pour déterminer la dimension d'un espace vectoriel, enfin au moins deux. Soit on en trouve une base, donc il faut trouver une famille génératrice et libre, soit on fabrique un isomorphisme entre l'espace vectoriel dont on cherche la dimension et un autre espace vectoriel dont on connaît déjà la dimension. Alors qu'est-ce que vous connaissez par exemple dont la dimension est égale à dimension de E fois dimension de f? Eh bien c'est f puissance la dimension de E. Donc par exemple, pour la démonstration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter petit n la dimension de E, on va appeler E1, En une base de E,
et on va fabriquer un isomorphisme entre L de EF, c'est-à-dire l'ensemble des applications de E dans F, et F puissance n. Comme ça, on aura la même dimension pour les deux espaces vectoriels, et donc on en déduira la dimension de L de EF. Donc on pose phi, l'application qui a une application linéaire petit f, associe le n uplet f de E1, f de En. Cette application, on doit d'abord démontrer qu'elle est linéaire, donc on choisit fg deux vecteurs de L de EF, donc deux fonctions, et lambda, un scalaire appartenant à K. Et on calcule phi de f plus lambda g. Donc là, vous faites attention, f et g sont des fonctions, phi est aussi une fonction, on essaye de calculer ça. f de phi plus lambda g, c'est donc le n uplet f plus lambda g de E1 jusqu'à f plus lambda g de En. Autrement dit, c'est le vecteur à n coordonnées, dont la première coordonnée c'est le vecteur f de E1 plus lambda g de E1, f de E2 plus lambda g de E2 jusqu'à f de n plus lambda g de En. On peut couper ce vecteur en deux, on met f de E1, f de E2 jusqu'à f de En tout seul, et lambda facteur de g de E1, g de E2 jusqu'à g de En. Donc finalement, on retrouve phi de f plus lambda phi de g. Donc l'application phi est bien une application linéaire de L de EF dans Fn. Maintenant, ce qu'il nous faut montrer, c'est que c'est un isomorphisme. Et c'est là où le théorème précédent fonctionne. Parce que le théorème précédent, je vous remets l'énoncé, le théorème 22, il nous dit que pour une base fixée, donc c'est ce qu'on a fait dans la démonstration, si on choisit une famille de vecteurs de f, il existe une unique application linéaire telle que f de 1 soit égal à f1, f de 2 soit égal à f2, etc., etc. Donc si on revient ici, comment est-ce qu'on peut dire ça? Ça veut dire que pour n'importe quel n uplet de f puissance n, donc petit f1, petit fn, il existe une unique application linéaire f, telle que f de 1 sera égal à f1, f de 2 sera égal à f2, etc., etc. Autrement dit, cette application-là est une bijection. C'est exactement ce qu'on a démontré dans le théorème précédent. Donc, on a une application linéaire qui est une bijection, donc c'est un isomorphisme, puisque c'est linéaire et que c'est une bijection. Donc, en particulier, la dimension de L de F, c'est la dimension de f puissance n. Mais la dimension de f puissance n, c'est n fois la dimension de f, et petit n, c'est ce qu'on a choisi pour noter la dimension de E, donc c'est dimension de E fois dimension de f. Et donc on retrouve bien le théorème annoncé, à savoir que la dimension de L de EF est égale à la dimension de E fois la dimension de f. On passe maintenant à une autre application du théorème 22. Donc je vous rappelle, dans le théorème 22, on a démontré que pour une base et une famille de vecteurs de f, il existait une unique application petit f, telle que f de i soit égal à fi. C'est-à-dire, il suffit d'imposer combien vaut la fonction f, l'application linéaire sur une base, pour la connaître partout. Le résultat 24 donne des détails un tout petit peu plus précis sur ce théorème. Donc, on a toujours B qui est une base de E et F1, Fp une famille de vecteurs de grand F. On appelle petit f l'unique application linéaire telle que f de EI égale FI. Donc là, vous ajoutez linéaire, c'est important. Oui, bah, c'est déjà écrit, c'est linéaire, ok. Telle que f de EI égale FI, donc c'est celle qui existe et qui est unique grâce au théorème 22. Dans le théorème 24, on ajoute 3 informations sur cette application linéaire f. La fonction f est injective si et seulement si la famille f1, fp que vous vous êtes choisi est une famille libre. L'application linéaire f est surjective si et seulement si la famille est génératrice, et donc en mettant les deux résultats ensemble, la fonction f est un isomorphisme si et seulement si la famille f1, fp est une base de f. Donc, ce qui veut dire que, pour démontrer par exemple que f est un isomorphisme, vous n'avez quasiment pas besoin de revenir à la définition de surjectif et injectif. Il vous suffit de vérifier que les images forment une base de f. On va passer à la démonstration de ce théorème 24. Donc on a B qui est une base de E et F1, Fp une famille de vecteurs de f. On rappelle que l'unique application linéaire qui vérifie les conditions, c'est celle qui est définie comme ça. Qui a x
dont les coordonnées dans la base E1, EP sont xk, associe somme pour k allant de 1 à p des xk, ek. Premièrement, le noyau de f, puisque f est une application linéaire, on peut s'intéresser à son noyau. Le noyau de f, c'est l'ensemble des vecteurs de E, tels que la somme pour k allant de 1 à p des xk, fk soit égale à 0. Et je vous rappelle que pour une application linéaire, f est injectif si et seulement si son noyau est réduit à 0. Autrement dit, f est injectif si et seulement si le seul vecteur x qui vérifie cette condition, c'est le vecteur nul. Donc autrement dit, si et seulement si, dès que cette égalité est vraie, ça veut dire que tous les coefficients xk sont nuls. Donc on retrouve exactement la définition d'une famille libre. Pour génératrice maintenant, on s'intéresse à l'image de f. Alors l'image de f, je vous rappelle, c'est l'ensemble de toutes les valeurs prises par la fonction. Donc c'est l'ensemble dont tous les éléments sont de la forme somme pour k allant de 1 à p des xk, fk, avec x1 et xp quelconque. Cet ensemble, c'est exactement l'ensemble des combinaisons linéaires qu'on peut fabriquer à partir des vecteurs f1, fp. Donc l'image de f est égale à l'espace vectoriel engendré par f1, fp. Donc en particulier, f est surjective lorsque son image est égale à f, c'est-à-dire si et seulement si vecte de f1, fp est égal à f, c'est-à-dire si et seulement si f1, fp est bien une famille génératrice de f. Donc on a bien les deux premiers points. Et pour le dernier point, eh bien f est bijective si et seulement si elle est injective et surjective, donc si et seulement si la famille est à la fois libre et génératrice de f, c'est-à-dire si et seulement si la famille est une base. Ce qui veut dire par exemple si on revient à l'exercice 8 qu'on a traité tout à l'heure, où on avait déterminé le noyau et l'image d'une application, de l'unique application qui vérifie ça. Si je vous remets le corrigé, on avait démontré que le noyau était réduit à 0, c'est-à-dire que f était injective, et que l'image était égale à R3, c'est-à-dire qu'en fait f était surjective. Donc on avait dit, en fait f c'est un automorphisme de R3. Et bien grâce au théorème qu'on vient de voir, on peut le dire directement, parce qu'en fait vous voyez les trois vecteurs à l'arrivée, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, ça c'est une famille libre de R3. Vous pouvez le démontrer si vous voulez. Une famille libre de 3 vecteurs en dimension 3, donc c'est une base. Donc si on applique le théorème, les valeurs qu'on donne à l'arrivée forment une base de l'ensemble d'arrivée, donc l'application, elle est bijective, il n'y avait même pas besoin de le vérifier. Nous, on l'a retrouvé par un autre résultat, mais vous aviez, on le savait directement. Alors, ok, donc ça vous dit, en plus d'avoir une unique application, vous savez automatiquement comment elle est. Autrement dit, par exemple, si f1, fp est une famille libre, il n'existe pas d'application linéaire qui ne soit pas injective. Parce qu'automatiquement, elle va être injective. Alors maintenant, ce qu'on va voir dans le théorème 25, c'est une généralisation du théorème 22. Dans le théorème 22, on a dit il suffit de connaître la fonction, l'application linéaire f en chacun des points de la base pour la connaître partout. Donc ce qu'on va faire maintenant, alors déjà je vais vous donner une autre écriture de ce résultat pour que vous voyez d'où vient la généralisation. Lorsque E1 EP est une base de E, ça veut dire que en fait tous les espaces vectoriels engendrés par chacun des EK sont supplémentaires, puisque comme la famille est libre, tous les vecteurs dans les vecteurs n'ont aucun, il n'y a que 0 qui est en commun, et en plus leur somme fait E tout entier. On a déjà démontré ce résultat quand on a fait le chapitre sur les familles de vecteurs. Donc, en fait, quand dans le théorème 22, on dit il suffit de connaître f de E1, en fait, ça veut dire il suffit de connaître f restreint à l'ensemble vect de E1. Ça revient au même. Donc, ce qu'on va voir dans le théorème 25, c'est si par exemple votre espace vectoriel E, vous savez l'écrire comme une somme directe de plein de sous-espaces vectoriels EK. Si pour chacun de ces espaces vectoriels EK, vous connaissez une application linéaire UK qui est définie simplement sur cet espace vectoriel EK. Donc vous imaginez par exemple, on fait l'ensemble des matrices Mn de R, on sait que ça s'écrit AN de R plus Sn de R, et on dit, sur Sn de R, je m'intéresse à la fonction f1, sur
à n de r, je m'intéresse à la fonction f2. Eh bien, le résultat du théorème 25, qui est une généralisation du 22, vous dit qu'il existe une unique application linéaire petit f, qui va bien de grand E dans grand F, et qui, quand on la restreint à chacun des EK, vaut l'application linéaire que vous vous êtes définie à l'avance. Autrement dit, cette fois, on ne dit pas exactement combien vaut f de E1EP, puisqu'on ne connaît pas de base de l'espace vectoriel E. Par contre, on sait dire, en restriction à l'ensemble EK, voilà combien vaut la fonction. Donc ça veut dire que quand E, vous êtes capable de l'écrire comme une somme de sous-espaces vectoriels, eh bien c'est vraiment cette idée de décomposition, c'est-à-dire si j'impose une condition de comportement sur chacun des espaces vectoriels EK, ça me donnera automatiquement un seul candidat possible comme fonction sur F. On va démontrer ce théorème 25. Donc on imagine que E s'écrit comme la somme directe pour k allant de 1 à p des EK. Et que, du coup, ça veut dire que pour tout vecteur de E, il existe une unique décomposition de x comme une somme de vecteurs qui sont chacun dans EK. Donc, on fait comme pour le théorème 22, existence et unicité. Pour l'existence, on va poser petit f, la fonction qui à x associe la somme pour k allant de 1 à p des uk xk. Première remarque, cette fonction elle est très bien définie, puisque pour x, les vecteurs x1, xp sont uniques, donc il n'y a pas d'ambiguïté pour calculer uk de xk. Deuxième remarque, f, on doit montrer qu'elle vérifie bien la condition, c'est-à-dire, je vous remets l'énoncé, que quand on prend un vecteur qui est dans EK, f de ce vecteur de EK, c'est la même chose que UK de ce vecteur de EK. Donc c'est ça qu'on doit démontrer. Donc ici je l'ai appelé I, et c'est le même que le cas dans l'énoncé. On se fixe un I appartenant à un P, on se fixe un vecteur X qui est dans EI. Et je calcule f de X. Alors f de X c'est la somme pour K allant de 1 à P des UK XK, sauf que comme X il est dans EI, quelle est son écriture sous cette forme de somme? C'est que des zéros, sauf xi qui est égal à x, puisque x, il est dans EI, donc sa décomposition c'est 0 plus 0 plus 0 plus xi plus 0 plus 0 plus 0. Donc finalement, les coordonnées xk, là, enfin les vecteurs xk, pardon, il y a x, et puis tous les autres c'est des zéros, dès que k est différent de i. Mais comme uk c'est une application linéaire, uk de 0, ça vaut 0. Donc en fait, dans cette somme-là, il reste que ui de x. Donc vous avez bien que quel que soit x appartenant à EI, f de x est égal à ui de x. Donc la condition, elle est bien vérifiée. Deuxième point, on doit quand même montrer que cette application est linéaire, donc on se fixe xy appartenant à E carré, lambda appartenant à k, on calcule f de x plus lambda y. C'est donc la somme pour k allant de 1 à p de uk du kème vecteur, enfin du vecteur de EK, pardon, qui permettent d'écrire x plus lambda y. Donc c'est xk plus lambda yk. Mais comme uk est une application linéaire, uk de xk plus lambda yk, ça fait uk de xk plus lambda uk de yk. Là, vous imaginez, la somme, elle porte sur tout. On peut couper cette somme en deux. Somme des uk de xk plus lambda fois la somme des uk de yk, et donc on retrouve bien f de x plus lambda f de y. Donc on a bien réussi à fabriquer une application linéaire de E dans f qui vérifie la condition. On passe maintenant à l'unicité. Soit j'ai une application linéaire de E dans f qui vérifie la condition. À savoir que si on applique g à un vecteur de EK, alors ça fera exactement le même résultat que la fonction uk. On se fixe x appartenant à E. Notre but, c'est de montrer que g est égal au f qu'on a défini précédemment pour bien obtenir l'unicité. Donc on calcule g de x. X, toujours parce qu'on a vu précédemment, on peut l'écrire comme la somme pour k allant de 1 à p des xk. Et comme l'application g est linéaire, on utilise la linéarité de g. On se retrouve donc avec la somme pour k allant de 1 à p des g de xk. Sauf que g de xk, c'est-à-dire g d'un vecteur qui est dans EK, eh bien ça vaut uk de xk.
Donc finalement, g de x, c'est la même chose que la somme pour k allant de 1 à p duk xk. Ce qui est exactement ce qu'on a appelé f dans les planches précédentes. Donc, de nouveau, on a bien l'unicité. Donc avec ces trois résultats, on a vu ces quatre résultats, on a vu qu'est-ce qu'il suffisait de connaître pour fabriquer une application linéaire, et en plus, selon ce qu'on avait comme information, est-ce qu'elle était injective, surjective ou directement bijective. On passe maintenant à un théorème dont je vous ai déjà parlé, c'est ce que j'ai appelé, enfin c'est ce qui s'appelle d'ailleurs, le théorème du rang. Alors, oui, le mot rang qui est ici, c'est le rang d'une application linéaire que j'ai défini un petit peu plus haut. On s'en est pas beaucoup servi, mais à partir de maintenant, ça va servir. Ce théorème du rang, il est très important parce qu'il va faire un lien très fort entre la dimension de l'image et la dimension du noyau. Ce qui veut dire que, par exemple, quand vous aurez déterminé le noyau, vous aurez automatiquement la dimension de l'image, sans rien avoir à faire de plus, ou le contraire. Quand vous aurez l'image, ça vous donnera automatiquement la dimension du noyau, comme vous voulez. On a besoin, avant d'énoncer réellement le théorème du rang, d'un résultat qu'on utilisera dans la démonstration. Donc c'est ce que j'ai mis dans le théorème 6. Soit E et F 2 K espaces vectoriels, soit F une application linéaire de E dans F. Soit F un supplémentaire du noyau de F dans E. Alors là, quand j'écris ça, ça veut pas dire que le noyau de F admet tout le temps des supplémentaires, ça veut dire qu'en tout cas dans ce théorème, je suppose qu'il en existe un et je l'appelle S. Donc vous avez le noyau de F, vous avez un supplémentaire de ce noyau. Alors petit f induit un isomorphisme de S sur l'image de F. Ce qui veut dire que vous prenez votre application F, au départ vous restreignez l'ensemble, donc au lieu de mettre E, vous mettez S, donc on fait une restriction. À l'arrivée, on met pas grand F, mais on met que image de F. Ça, de toute façon, quand vous appliquez la fonction petit f, vous êtes sûr qu'à l'arrivée, c'est dans l'image de F. Eh bien, cette application est un isomorphisme. Et est-ce que vous vous souvenez à quoi servent les isomorphismes? À dire exactement que ces deux ensembles ont la même dimension lorsque cette dimension est finie, bien sûr. Donc voilà à quoi va nous servir cet isomorphisme. Donc on va démontrer ce théorème 26. Je vous rappelle les hypothèses. On a S qui est un supplémentaire du noyau de F dans E, et on pose F tilde, l'application de grand S dans IMF, qui à X associe F de X. Premier point pour être dans la définition de isomorphisme, c'est morphisme, c'est-à-dire que F tilde doit être une application linéaire. Alors, puisque l'application F l'est, F tilde l'est aussi, parce que F tilde de X plus lambda Y, c'est F de X plus lambda Y, donc ça fait bien F de X plus lambda F de Y. Deuxième point, on doit montrer que cette application F tilde, elle est injective, pour avoir le iso, et comme elle est linéaire, on peut s'intéresser à son noyau. On prend donc un vecteur X dans le noyau de F tilde. C'est très important. Le noyau de F tilde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que F de X égale 0, donc ça veut dire en particulier que X est dans le noyau de F, et comme X est dans le noyau de F tilde, ça veut dire que X, il est dans l'espace de départ de la fonction F tilde, donc X, il est dans S. Donc finalement, un élément qui est dans le noyau de F tilde, c'est un élément qui est dans le noyau de F inter S. Bon, mais sauf que ces deux ensembles, là, S et noyau de F, ils sont supplémentaires. Donc leur intersection est réduite à 0. Donc dans le noyau de F tilde, il n'y a que 0. Donc l'application F tilde est bien injective. Pour surjective maintenant, un petit peu plus compliqué, et vous faites attention parce que souvent pour montrer qu'une application est surjective, vous ne faites pas encore comme il faut. On veut montrer que l'application est surjective, ça veut dire que tous les points dans ce que j'ai mis comme ensemble à l'arrivée ont un antécédent. Donc je prends X appartenant à image de F. Je traduis ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il existe un Y appartenant à E, tel que F de Y égale X. Donc oui, le vecteur X admet un antécédent par petit f. Mais attention, nous la fonction qu'on étudie c'est F tilde. Donc on cherche un antécédent de X qui soit dans S, pas simplement dans E.
Faites attention, là on n'a pas du tout fini la question. Bon, mais c'est pas grave, on va quand même se servir de ce y maintenant qu'on est sûr qu'il existe. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce y? Ben, puisqu'il est dans E, et que grand S et noyau de F sont supplémentaires, ce vecteur y, on peut peut-être le décomposer comme un vecteur de S plus un vecteur du noyau de F, la définition de sous-espace supplémentaire. Et ensuite, la seule chose dont on a besoin c'est f de y, donc on va calculer f de y. Puisque f est une application linéaire, f de y en fait c'est f de y1 plus f de y2, mais puisque y2 est dans le noyau de f de y2, ça vaut 0. Donc il ne reste plus que f de y1. En fait, f de y est égal à f de y1. Donc x, qui était par définition égal à f de y, il est en fait égal à f de y1. Donc on a bien réussi à trouver un vecteur de S qui soit un antécédent par f tilde du vecteur x. Donc x admet un antécédent, donc f tilde est bien une application surjective. Donc en particulier, elle est linéaire injective surjective, donc f tilde est un isomorphisme de grand S dans l'image de f. On peut maintenant passer à ce qu'on appelle le théorème Durand, ce qui ici porte le numéro 27. Soit f un K-espace vectoriel de dimension finie, ça c'est très important, soit f un K-espace vectoriel de dimension quelconque, soit petit f une application linéaire de E dans f, alors la dimension de E est égale à la dimension du noyau plus la dimension de l'image. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Attention, je vous vois tout de suite venir, il n'est pas écrit ici que le noyau et l'image sont supplémentaires. C'est qu'une seule des deux conditions pour être supplémentaire. Mais déjà, cette condition, elle est tout le temps vérifiée. Donc c'est quand même très utile. Alors, vous retenez que comme il y a dimension de E dans l'équation, ça veut dire que E est de dimension finie. Donc vous faites vraiment attention à vérifier ça avant d'appliquer ce théorème. Donc l'intérêt, eh bien, c'est que déterminer le noyau, on a vu que c'était un petit peu plus facile que l'image, souvent. Une fois qu'on aura trouvé le noyau, on connaît la dimension du noyau. En faisant dimension de E moins dimension de ce noyau, vous aurez automatiquement la dimension de l'image. Quel est l'intérêt d'avoir la dimension de l'image? Bah, si par exemple c'est inclus dans R3 et que cette dimension de 3, bah, vous êtes sûr que ça vaut R3. Si c'est inclus dans R3 et que cette dimension 1, bah, ça veut dire qu'il vous suffit de trouver un seul vecteur pour faire une base. Voilà, ce genre d'information. On va passer à la démonstration de ce théorème 27. Donc, on a E, un espace vectoriel de dimension finie, et petit f, une application linéaire de E dans F. On va bien sûr utiliser le théorème précédent. Le noyau de F, pour commencer, c'est un sous-espace vectoriel de E, ça on l'a démontré au début du chapitre, et comme E est de dimension finie, ça veut dire que le noyau de F est lui aussi de dimension finie. Et qu'est-ce que vous savez sur les sous-espaces vectoriels de dimension finie? Eh bien, ils admettent tous des supplémentaires. Et est-ce que vous vous souvenez comment est-ce qu'on fait pour fabriquer un supplémentaire? On utilise le théorème de la base incomplète. Donc on prend une base du noyau de F, on la complète jusqu'à obtenir une base de E. Et tous ces vecteurs qu'on a ajoutés, si on les met ensemble, l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs, eh bien ça va être un supplémentaire. Donc ici, on appelle S un supplémentaire du noyau de F et on est sûr qu'il en existe. Du coup, puisque S et noyau de F sont supplémentaires, en particulier, la dimension de S, c'est dimension de E moins dimension du noyau. Bon, mais on a une autre information sur S. Par le théorème précédent, le théorème 26, S et image de F sont isomorphes. Bon, bah, sauf qu'en dimension finie, puisque S est de dimension finie, ça vous dit, on l'a vu ça aussi un peu plus haut dans le chapitre, que image de F est lui aussi de dimension finie, et que surtout S et image de F sont de même dimension. Donc, la dimension de l'image de F est égale à la dimension de S, sauf que la dimension de S,
elle est égale à la dimension de E moins la dimension du noyau. Et donc on retrouve bien le théorème Durand, à savoir que la dimension de E est égale à la dimension de l'image plus la dimension du noyau. Et vous irez voir, dans tous les exercices que vous avez traités en DS, sans avoir fait les applications linéaires, mais qui en fait portaient sur des applications linéaires, et bien à chaque fois cette condition est vérifiée. Et ça peut être un outil pour vérifier justement vos résultats. Cette propriété est vraie pour n'importe quelle application linéaire. Donc si vous avez trouvé une dimension pour le noyau et une dimension pour l'image qui ne vérifie pas cette condition, cette relation, c'est que vous avez fait une erreur pour un des deux. Donc essayez de vraiment le garder en tête. Je vous montre rapidement comment est-ce qu'on s'en sert. Donc on a petit f qui va de R2 dans R et qui à xy associe x plus y. L'exemple 12. Cette application, on l'a déjà démontré, vous pouvez le refaire, c'est une application linéaire de R2 dans R. Ça, on en est sûr. Donc, elle va pouvoir vérifier le théorème Durand. Ce qu'on fait du coup, c'est qu'on s'intéresse à son noyau, parce qu'on a vu que souvent le noyau, c'était quand même plus simple à déterminer que l'image. Alors, le noyau de f, c'est l'ensemble des couples xy appartenant à R2 tels que x plus y soit égal à 0. Autrement dit, c'est l'espace vectoriel engendré par 1 moins 1. Autrement dit, c'est un espace vectoriel de dimension 1. Donc, par le théorème Durand, le rang de f, ou la dimension de son image, c'est pareil, c'est égal à la dimension de l'espace de départ, donc 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc l'image de f, vous allez pouvoir l'écrire comme vecte de un seul vecteur. Il vous suffit de connaître un seul vecteur. Bon bah ça tombe bien, du coup vous avez que l'image de f, c'est un sous-espace vectoriel de R, puisque votre fonction à l'arrivée c'est R, qui est de dimension 1. Bon ben un sous-espace vectoriel de R qui a la même dimension que R, il n'y en a qu'un seul, c'est R tout entier. Donc l'image de f est égale à R. Donc votre application, elle est surjective. Et on n'a pas eu besoin de le montrer en trouvant en trouvant un antécédent. Par contre, elle n'est pas injective, puisque son noyau n'est pas réduit à 0. Alors, il y a une application très importante de ce théorème Durand, c'est le lien qui va exister entre injective, surjective et bijective. Je m'explique. Vous avez E et F qui sont deux cas espaces vectoriels de même dimension finie. Attention, c'est très important. Donc typiquement, ça ne s'applique pas au théorème à l'exemple précédent. Faites attention. Si f est une application linéaire de E dans f, eh bien on a équivalence entre f est injective, f est surjective, f est bijective. Ça vous rappelle un peu le théorème qui disait que dans un espace vectoriel de dimension n, une famille de n vecteurs libres formait automatiquement une base, et une famille de n vecteurs génératrices formait automatiquement une base. Voilà, l'idée c'est un peu la même. Si vous avez deux sous-espaces vectoriels de même dimension, donc typiquement c'est le cas quand on a un endomorphisme, c'est ça qui est intéressant, f est injective si et seulement si f est surjective, si et seulement si f est bijective. C'est-à-dire que pour montrer que f est bijective, il suffira de montrer que f est injective. Et puis pour montrer que f est injective, comment on fait? Eh bien il suffit de déterminer son noyau, tout à fait. Donc vous voyez qu'en fait, pour montrer que f est un isomorphisme, on se ramène simplement, lorsque E et F ont la même dimension, c'est très important, à l'étude du noyau. Alors on va passer à la démonstration de ce théorème 28. Donc, on veut démontrer des équivalences, on va raisonner par implication successive. Donc on a toujours E et F, deux cas espaces vectoriels de même dimension, je vais le répéter je pense 10 fois dans la démo, et petit f, une application linéaire de E dans F. Premièrement, on suppose que f est injective de E dans F. Puisque f est linéaire, ça veut dire que son noyau est le singleton 0, ça veut dire que la dimension de son noyau, c'est 0. Ça veut dire par le théorème Durand que la dimension de son image est égale à la dimension de E moins 0, c'est-à-dire dimension de E. Donc image de f est un sous-espace vectoriel de grand F qui a la même dimension que grand F. Et c'est là où l'hypothèse où E et F ont la même dimension est indispensable. Donc vous avez
que image de f est inclus dans grand F, ça c'est par construction de l'image de f, et en plus ils ont la même dimension. Donc l'image de f est égale à grand F, et donc f est surjective. Donc f injective implique automatiquement f surjective. On fait maintenant dans l'autre sens, on suppose que f est surjective de E dans F. Ce qui veut donc dire que la dimension de l'image de petit f est égale à la dimension de f, est aussi égale à la dimension de E. Ici, on pourrait mettre égale dimension de E. Pour montrer que f est injective, puisqu'elle est linéaire, on s'intéresse à son noyau. On veut montrer que le noyau est réduit à 0, c'est-à-dire que la dimension du noyau vaut 0. Donc on applique le théorème du rang qui nous dit que la dimension du noyau c'est la dimension de E moins la dimension de l'image, c'est-à-dire la dimension de E moins la dimension de F. C'est-à-dire 0 puisque ces deux dimensions sont égales. Donc le noyau de F est de dimension 0, c'est donc le singleton 0. Donc, puisque F est linéaire, on peut en déduire que F est injective de E dans F. Et vous avez bien que F surjective implique F injective. Pour toutes les autres équivalences, 1 implique 3, vous êtes obligé de passer par 2, 1 implique 2, et 1 et 2 ensemble ça fait 3, donc ça marche aussi, etc., etc. Je vous montre sur un exemple. Donc on va prendre l'exemple 13. On a donc une fonction qui va de R3 dans R3, qui a x, y, z, associe le triplet y plus z, z plus x plus y. Premièrement, cette application est un endomorphisme de R3. Vous pourrez le vérifier si vous le souhaitez. Deuxièmement, pour montrer que c'est un isomorphisme, puisqu'on a la même dimension au départ et à l'arrivée, donc là c'est même plus fort que la même dimension, c'est le même ensemble. Mais dans l'hypothèse, il faut simplement que ce soit la même dimension, c'est très important. Donc, le noyau de f, c'est donc égal au vecteur de R3 qui vérifie y plus z égale 0, x plus z égale 0, x plus y égale 0. C'est-à-dire, vous avez x qui doit être égal à moins y, en même temps x qui doit être égal à y, donc x égale y égale 0, et du coup z égale 0. Donc dans le noyau de f, il n'y a que c'est le singleton 0, 0, 0. Donc f est injective. Et comme c'est la même dimension au départ et à l'arrivée, f est donc bijective. Donc, puisqu'en plus c'est linéaire, f est un isomorphisme de R3. C'est-à-dire même f est un automorphisme de R3. Et qu'est-ce qu'on a fait? Oui, il a fallu vérifier que f était linéaire, donc ça, faudra jamais oublier de le faire, c'est vraiment très important. Et ensuite, on a simplement étudié son noyau. Dernier résultat à voir dans cette partie, qui va découler du théorème 28, c'est ce que je vous ai mis dans le théorème 29. Donc si E est un K-espace vectoriel de dimension finie, si F est un endomorphisme de E, qui admet un inverse à droite ou un inverse à gauche. C'est-à-dire que par exemple, vous n'avez pas vérifié, ou il est difficile de vérifier, que G rond F est aussi égal à l'identité. Alors dans ce cas-là, en fait, si vous n'avez qu'un inverse à droite, c'est pas grave, ça suffit. F est donc une application bijective, et sa bijection réciproque, c'est bien l'inverse à droite que vous avez identifié. Autrement dit, pour les endomorphismes, il n'y a pas besoin de vérifier que l'inverse qu'on trouve marche bien dans les deux sens. C'est automatique. On va démontrer ce théorème 29. Donc, on a eu un espace vectoriel de dimension finie, f une application linéaire, f un endomorphisme de E, et on suppose qu'il existe, parce qu'on a réussi à le trouver par un autre moyen, un endomorphisme G tel que f rond G soit égal à l'identité de E. On veut montrer que f est bijective. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le théorème 28, on va montrer que f est surjective. Et puisque ce sera surjectif de E dans E, et que donc que la condition de même dimension sera bien vérifiée, on pourra dire que, puisqu'elle est surjective, en particulier, elle est bijective. Donc pour montrer que f est surjective, on prend un point y dans l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire dans E. Ce vecteur y, on peut le mettre ici, identité de y, donc en particulier y, il est égal à f rond G de y.
ce qu'on peut réécrire f de g de y. Donc y admet bien par f un antécédent. Donc f est bien une application surjective de E dans E. Et de nouveau, puisque E et E sont tous les deux des espaces vectoriels de même dimension finie, par le théorème précédent, f est donc une bijection de E dans E. Donc elle admet une bijection réciproque qu'on va noter f-1. Et puis on veut montrer que f-1 est égal à g. Donc on repart de l'égalité f rond g égale l'identité, ce qui implique donc, en composant à gauche par f-1, que f-1 rond f rond g est égal à f-1 rond l'identité, c'est-à-dire f-1. Sauf que f-1 rond f là, puisque la composition est associative, on peut commencer par faire ça, ça vaut l'identité. Donc en fait, on se retrouve avec identité rond g, c'est-à-dire g, qui est égal à f-1. Donc pour une application linéaire, si vous avez trouvé un inverse à droite, c'est bon, vous êtes sûr que votre application est inversible, qu'elle est bijective. Pour la deuxième hypothèse, on suppose cette fois que G est un inverse à gauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer cette fois que F est injective. Donc on prend un élément dans son noyau, puisque comme elle est linéaire, être injective, c'est équivalent à avoir le noyau réduit à 0. Donc on a Y qui est dans le noyau de F, ça veut dire F de Y égale 0. On peut composer toute cette égalité par G, donc c'est G de F de Y qui va être égal à G de 0. Mais G de 0, puisque G est une application linéaire, ça vaut 0. Et G de F de Y, on l'appelle G rond F de Y. Sauf que G rond F, c'est l'identité. Donc en fait, ça vous dit que Y est égal à 0. Donc dans le noyau de F, il n'y a que 0, donc F est une implication injective de E dans E. Et puisque E et E sont deux espaces vectoriels de même dimension finie, par le théorème précédent, F est donc bijective de E dans E, et on peut s'intéresser à F-1, sa bijection réciproque. On repart de G rond F égale l'identité. Cette fois, on compose tout à droite par F-1. Ici, F rond F-1, de nouveau par associativité, ça va faire l'identité. Donc on va se retrouver avec G égale F-1. Pour terminer, vous allez prendre la feuille d'exercice, on va traiter l'exercice 12. Donc on a E qui est un K-espace vectoriel de dimension finie. On a eu un endomorphisme de E qui vérifie U cube égale 0. Je vous rappelle, le cube qui est ici, c'est pas une puissance 3, c'est la notation cube dans un anneau, c'est-à-dire on applique 3 fois de suite la deuxième loi de l'anneau, c'est-à-dire la composition. Donc U cube, c'est U rond U rond U. Ce qu'on veut démontrer, c'est que le rang de U plus le rang de U carré est inférieur ou égal à la dimension de E. Alors là, tout de suite, c'est pas très évident. Rang de U, dans quoi est-ce que ça intervient? Par exemple, dans le théorème du rang appliqué à l'endomorphisme U. Rang de U au carré, ça intervient dans le théorème du rang appliqué à l'endomorphisme U carré. Mais ça nous donne deux égalités différentes. On voit pas trop comment est-ce qu'on pourrait les relier. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser cette hypothèse U cube. Alors vous avez déjà rencontré ça dans un exercice. Donc, je vous remets la correction de l'exercice 12. En fait, ce qu'on va démontrer, c'est que U cube égale 0. Ça va impliquer que l'image de U carré est inclus dans le noyau de U. Vous avez déjà rencontré ça dans les premiers exercices. Ça, c'est un résultat important sur les endomorphismes que vous pouvez avoir en tête. Dès que vous avez une composition qui vaut 0, ça veut dire qu'une image est incluse dans un noyau. Il faut juste bien choisir l'image de quel endomorphisme inclus dans le noyau de quel endomorphisme. Alors, pour montrer cette inclusion, on prend x appartenant à l'image de U carré. Donc, je vous rappelle, c'est-à-dire que c'est U rond U. Ça veut dire qu'il existe y appartenant à E tel que x s'écrive U carré de y. Et nous, notre but, c'est de montrer que x est dans le noyau de U pour avoir cette inclusion. Donc, on calcule U de x. C'est-à-dire U de U carré de x. Donc, c'est U de U rond U, donc c'est U cube de x. Sauf que U cube de
attention là c'est un y, u cube de y égale 0. Donc en particulier, u de x égale 0, donc x est bien dans le noyau de u. Donc on a bien que l'image de u carré est incluse dans le noyau de u. Et puis puisque E est un espace vectoriel de dimension finie, ces deux sous-espaces vectoriels noyau de U et image de U carré sont aussi de dimension finie. Donc on peut s'intéresser à leur dimension. Donc de cette inclusion, vous pouvez en déduire que le rang de U carré est inférieur ou égal à la dimension du noyau de U. Et là déjà on a fait un gros travail puisqu'on a fait apparaître un noyau. Et donc quand on fait apparaître un noyau, ou au moins la dimension d'un noyau, eh bien avec le rang on va pouvoir faire apparaître facilement la dimension de E. Donc ensuite pour terminer on repart de cette inégalité, on ajoute rang de U des deux côtés. Ici on a rang de U carré plus rang de U, donc c'est exactement ce qu'on veut. Et ici à droite on a dimension du noyau plus rang, c'est-à-dire plus dimension de l'image. Donc par le théorème du rang, on sait que cette somme de deux dimensions est égale à la dimension de E. Et donc, on obtient bien l'inégalité souhaitée. Rang de U plus rang de U carré est inférieur ou égal à la dimension de E. Alors, sur à peu près le même thème, vous traitez l'exercice 13. Je vous enverrai le corrigé et ensuite ce sera bon pour la séance de ce matin. Je vous dis à cet après-midi. Au revoir. Une fois que vous avez terminé l'exercice 13, je vous enverrai le corrigé. À la fin de la séance, on va passer à deux exercices de CCP qui correspondent. Donc de nouveau, je vais vous les envoyer également. Il y a l'exercice 59 et l'exercice 71. Alors vous ne pouvez faire que le début pour l'instant. On traitera la suite des questions quand on aura fait le lien, vu le lien entre les applications linéaires et les matrices. Donc dans l'exercice 59, on étudie cette fonction qui a P associé P moins P'. Vous devez montrer que c'est un isomorphisme, et puisque c'est bijectif, ensuite vous devez déterminer l'unique antécédent de n'importe quel polynôme Q. Et dans l'exercice 71, on vous demande de démontrer que deux sous-espaces vectoriels de R3 sont bien supplémentaires, et d'en déduire la projection sur P parallèlement à D. Donc là, vraiment concrètement, de dire pour x, y, z appartenant à R3, combien vaut P de x, y, z. Pareil, vous terminez la séance en traitant ces deux exercices et je vous enverrai la correction.